Ici Peggy Rocchigny. Bienvenue à l'École du patrimoine du Haut-Saint-Laurent. Cette série passionnante vous invite à découvrir le patrimoine culturel régional. Pourquoi une école du patrimoine dans notre région? Pour cette première émission, je rencontre Édith Préjean, coordonnatrice de l'École du patrimoine du Haut-Saint-Laurent et chargée de projet au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Alors, pourquoi une école du patrimoine? En fait, l'idée nous est venue au moment de l'adoption et de la mise en vigueur de la loi sur le patrimoine culturel en octobre 2012. Ça faisait des mois qu'on entendait parler comment cette loi-là serait novatrice, des nouveautés, tout ça. Et surtout, la loi prévoit de plus grandes responsabilités aux citoyens, demande aux citoyens, en fait, au niveau local, de s'impliquer dans la détermination du patrimoine. Alors nous, ce qu'on s'est dit, c'est bien beau. C'est beau de demander aux citoyens, impliquez-vous, mais pour bien travailler et pour bien comprendre de quoi on parle, il faut le connaître. Alors on s'est dit, pourquoi pas mettre sur pied une école du patrimoine en lien avec ces nouveautés-là, au bénéfice de la population, mais également des professionnels des municipalités puis des municipalités régionales de comté, pour bien comprendre ce qu'est le patrimoine et quels sont les outils avec lesquels on peut travailler. Alors, c'est comme ça que tout a commencé. On a fait notre première édition à l'été, en juin 2013, et pendant 4 années, on a mis sur pied ce qu'on appelait l'École d'été du patrimoine. Et c'est ça. En 2013, tout est parti. Cet après-midi, on se croise les doigts pour qu'il y ait d'orage. On va avoir une visite guidée du quartier historique relié justement à l'histoire de la Montreal Cotton, de l'église. Puis par la suite, on se rencontre, puis on partage, puis on pose nos questions, puis on essaie de voir comment on va mettre en valeur ce beau patrimoine-là. Alors, que nous propose l'École du patrimoine? En fait, le principal objectif de l'École du patrimoine, c'était de parler patrimoine. Ce que je veux dire par là, c'était de faire de l'école, de faire du patrimoine l'objet de discussion, l'objet d'échange. Donc, quand on parle de patrimoine, on parle des éléments qui composent le patrimoine, on parle de vulgariser les grands concepts à la base du patrimoine, parce que le patrimoine, ça n'existe pas dans les airs comme ça. On parle également de faire connaître les richesses patrimoniales d'un territoire. Il y a déjà des lieux qui sont reconnus comme patrimoine. Il y en a d'autres qui devraient être préservés et reconnus comme du patrimoine. Alors, c'était vraiment le but premier, c'était des rencontres afin de faire du patrimoine l'objet premier de discussion. Donc, ce qu'on a fait pendant ces écoles d'été-là, on s'est promené sur le territoire du Haut-Saint-Laurent pour faire connaître les richesses patrimoniales et aussi, on a parlé de patrimoine selon toutes ses dimensions, plusieurs nouvelles apportées par la loi de 2012 et de parler du patrimoine dans tous ses états. En 1702, M. Joibert de Soulanges reçoit la seigneurie de Soulanges en 1702. Il meurt 1 an après. Il y a une fille posthume. Elle épouse un lemoine de Longueuil. Un lemoine de Longueuil. Donc, le moine de Longueuil, il marie un Joibert, mais qui a, dans cette époque-là, qui possédait les biens, la femme ou l'homme? Donc, c'est l'homme. Lui, il a eu une seigneurie de Soulanges, de sa femme, et le gouvernement lui a octroyé la seigneurie de Nouvelle-Longueuil en 1734. Pourquoi Nouvelle-Longueuil? C'est un Longueuil, lui. Paul-Joseph Lemoine de Longueuil, le neveu d'Iberville et compagnie. Édith, comment doit-on comprendre la notion de patrimoine aujourd'hui? C'est une question intéressante, Peggy, parce que la loi sur le patrimoine culturel de 2012
La raison pour laquelle on a changé l'ancienne loi, c'est que la notion de patrimoine, à la grandeur de la planète, a évolué. On ne parle plus aujourd'hui du patrimoine comme on l'entendait en 1970. Tout le monde a entendu les expressions « Ah, ma maison est classée, je ne pourrai plus planter un clou ». C'est une vision du patrimoine qui est dépassée aujourd'hui. On n'entend plus le patrimoine de cette manière-là. Aujourd'hui, partout sur la planète, le patrimoine est considéré comme un outil de développement. Alors, il participe, il est entendu par tous les spécialistes que le patrimoine est important pour mettre en valeur des régions, des collectivités et des caractéristiques identitaires. Donc, aujourd'hui, le patrimoine, c'est un outil. Il doit être entendu comme n'importe quel outil pour favoriser le développement d'une société ou le développement économique et social d'un territoire. J'aurai la chance de le découvrir. Le musée de la Pointe-du-Buisson, c'est un écrin. Un écrin qui a voyagé dans le temps et qui a été préservé, en fait. La vie a bien fait les choses jusqu'à maintenant avec Pointe-du-Buisson. C'est vraiment un lieu rassembleur qui a plein de ressources. Et ces ressources sont effectivement patrimoniales au niveau archéologique, mais aussi au niveau de sa biodiversité et puis de son écosystème forestier qui est assez spectaculaire. En fait, Pointe-du-Buisson, ça a toujours été un lieu d'exploration. Au niveau historique, avant que s'établisse le musée, au niveau historique, les gens venaient ici pour la pêche, venaient ici aussi parce que en villégiature, vous allez voir tantôt, c'est sûr qu'avec un peu de vent, un peu de soleil, ça sera encore plus idéal, mais beau temps, mauvais temps, la pointe est tout le temps magnifique. Il y a tout le temps eu comme un intérêt à la pointe parce qu'il y avait tout le temps des affaires étranges qui affleuraient au sol puis qu'on ramassait puis qu'on ne savait pas ce que c'était. Cette collecte informelle-là a intéressé l'Université de Montréal. Là, je fais ça rapido presto parce que Johan va vous en parler tantôt. A intéressé l'Université de Montréal qui est venue établir son école de fouilles ici. Donc, pour les futurs archéologues, les étudiants d'anthropologie qui désiraient se diriger vers l'archéologie, on venait expérimenter les techniques de fouilles, les techniques de catalogage, les autres étapes de l'archéologie, de la discipline archéologique, on venait les expérimenter ici au musée. Il faut aussi comprendre le patrimoine comme un outil de revendication ou même de contestation. On l'a vu récemment avec ce qui s'est passé un peu partout, qu'on a démoli des Bouddhas, etc. Donc, le patrimoine, c'est une partie importante des caractéristiques identitaires des collectivités. Alors, à ce niveau-là, il ne fait pas toujours l'unanimité. Et donc, il faut qu'il soit bien approprié par les collectivités qui le revendiquent. Ça a l'air compliqué comme ça un peu, là, mais c'est tellement plus simple. Puis il faut comprendre également qu'on ne parle plus de patrimoine national. Hein, le patrimoine de la nation, ça n'existe plus, ça. Et on comprend pourquoi ça a créé des excès dans l'histoire, hein, de dire un patrimoine national. Alors, on ne parle plus de ça. Avec la mondialisation, avec le transport les échanges qui se font de plus en plus facilement, avec la modification et l'évolution des tissus sociaux, le patrimoine, maintenant, va être local, va être rattaché à une partie de territoire ou à une collectivité. Et la loi sur le patrimoine culturel de 2012, bien, c'est vers ça qu'elle nous amène, parce qu'elle donne du pouvoir aux citoyens de reconnaître, d'identifier et de s'approprier son propre patrimoine. L'élément qui est intéressant, c'est de penser que ça a été fait par le seigneur dessiné qui était Michel Chartier de Lobinière, qui était ingénieur royal, donc il a déjà pensé son village d'une certaine façon. Et bien sûr, au bout de la rue principale, vous avez l'église Saint-Michel, et pas tellement loin, vous aviez également le quai, un des quais de débarcadère qui va devenir beaucoup plus important au 19e siècle, là, qui va devenir le quai public, où les bateaux vont accoster. Et ce que je voulais vous faire remarquer, c'était les pierres taillées que vous retrouvez sur les maisons des notables, parce que la façade de l'église actuelle, l'église Saint-Michel, c'est pas la façade d'origine. La façade était beaucoup plus en pierre, comme on voit sur le côté.
Quand Michel Chartier-Lobinière a fait son plan, qui a fait dessiner son plan, il avait déjà pensé à 2 espaces publics qui sont ici de chaque côté de la rue. Donc, dans le plan, on voit très, très bien, c'est marqué. C'est pour ça que c'était conservé comme ça. Bien sûr que les bâtiments qui sont attenants, mais ont toujours eu cet espace-là. Au 19e, au début du 20e siècle, les gens vont en faire aussi... ils vont venir pour la messe, ils vont venir stationner leur carriole avec les chevaux qui vont s'installer ici. Alors, dans le fond, depuis quand parle-t-on de patrimoine au Québec? Si on prend le mot patrimoine dans sa nature et dans ses origines qui nous vient du heritage anglo-saxon, on peut dire que légalement, au Québec, ça débute en 1922. Ça ne veut pas dire qu'avant ça, il n'y avait pas une préoccupation. On avait, bien sûr, des collectionneurs, des collections privées dans des universités, dans des séminaires. Des associations. Des associations, bien sûr. Donc, la préoccupation de conserver, elle existait. Bien, cette préoccupation-là, elle existe depuis les Romains, on s'entend, là. Mais on s'inscrivait plus au niveau de la préoccupation de conserver des objets matériels dans une certaine catégorie, dans un certain lieu, pour le bénéfice de certaines personnes cultivées et intéressées à ces objets. Le patrimoine, comme on l'entend au début du 20e siècle, c'est pas tout à fait la même chose. Ça vise, on sort du musée, on sort du collectionnement. Alors, au Québec, c'est en 1922 qu'on adopte la première loi. Cette loi-là, ce qu'elle faisait, elle visait essentiellement des édifices. Et à l'époque, il fallait le consentement du propriétaire. Alors, entre 1922 et 1950-60, il y a eu peu d'édifices qui ont été classés. Parce que là, on parle d'un classement. Il n'y avait pas autre chose, là. C'était vraiment une reconnaissance nationale. Alors, il y a eu 3 édifices qui ont été classés dans la région de Québec, essentiellement, parce qu'on parlait d'un patrimoine national, comme je mentionnais tout à l'heure, et, entre autres choses, l'église Notre-Dame-des-Victoires, dans le Vieux-Québec. Par la suite, en 1957, il y a eu des modifications. Le gouvernement a apporté des modifications qui ont permis de classer, d'agrandir un peu les pouvoirs et la juridiction du ministre et du gouvernement pour la protection du patrimoine québécois. Donc, en 1957, on permet les objets. On fait entrer les objets et on fait entrer les sites. Alors là, on sort dehors, là. Alors, on peut reconnaître un lieu. Alors ici, on va avoir des lieux, la bataille des Cèdres, la bataille de la Châteauguay. Alors là, on a des lieux et on a des objets. C'est à cette période-là également, entre 57 et 70, que la majorité des églises au Québec sont classées. La majorité des églises classées sont classées à cette période-là, et également des objets, comme par exemple à l'église Saint-Michel, on a classé en 67, on a classé l'église et on a classé plusieurs pièces d'orfèvrerie. On parlait du patrimoine religieux. Vous avez ici un bâtiment qui était classé, donc dès 1957, par le ministère de la Culture et des Communications. À l'époque, c'était bien sûr une autre appellation. Et il y a 26 objets qui sont classés, pièces de mobilier ou d'art. Ce qui est assez rare dans des églises, souvent, comme à Sainte-Jeanne-de-Chantal, vous avez l'église elle-même qui est classée, mais pas l'ensemble du mobilier. On a la chance cet après-midi d'avoir parmi nous M. Jacqueline Rochette, directeur artistique chez Casavant et Frères, qui a gentiment accepté de venir nous parler de l'histoire de l'orgue en gros au Québec, mais particulièrement de la magnifique orgue Mitchell, 1870, qu'on a la chance et le privilège d'avoir dans cette église-ci. Écoutez, quand Mme Préjean m'a téléphoné, il m'a demandé si je viendrais vous adresser quelques mots sur l'histoire de l'orgue et de la musique ici au Québec. J'ai accepté avec empressement. C'est d'abord un sujet qui me passionne au plus haut point. Et dans ma paroisse natale, à Saint-Augustin-des-Maures,
On avait aussi un orgue Mitchell 1870, donc, si je peux dire, un frère de cet instrument-là. Après la pause, je continue ma discussion avec Édith Préjean. En 1972, on change officiellement, à partir, là, avec les modifications qui avaient été faites à la première loi de 1922 en 1957, on change officiellement la loi, ça devient la loi sur les biens culturels. Alors, cette loi-là, elle maintient les objets, les sites et les édifices. Mais c'est vraiment la loi, entre 72 et 80, on a classé et reconnu des milliers d'objets, de sites et d'édifices. En fait, la majorité de ce qui est classé présentement, c'est fait dans ces années-là. Alors ça, c'est important parce que, pour les gens d'une certaine génération, on va se souvenir que ça faisait suite à la Révolution tranquille. Le Québec se cherchait une identité. Alors, on y a été, on a classé mur à mur tout ce qui nous rappelait nos origines françaises, essentiellement. Alors, ça, c'est la loi sur les biens culturels. Mais en 1972, depuis 1972 jusqu'en 2012, 40 ans se sont écoulés. Et dans ces 40 années-là, on a vécu à la grandeur de la planète on a vu certaines guerres civiles, des dommages faits entre des communautés qui vivaient sur des mêmes pays. En fait, on a juste à penser, moi, c'est ce qui me vient toujours à l'idée, c'est la guerre civile en Yougoslavie. Je veux dire, on est quand même là dans les années 90, si ma mémoire est bonne. C'est terrible ce qui s'est passé là. On a détruit Dubrovnik au complet. Alors ça a permis à plusieurs pays de réfléchir sur ce qu'était le patrimoine. Et c'est à partir de ce moment-là que cette notion de patrimoine national-là est disparue. On a dit, on va mettre en place l'UNESCO, entre autres, avec plusieurs conventions. On va mettre en place des conventions qui vont permettre à des collectivités, souvent minoritaires, de valoriser et protéger son patrimoine. Alors là, on a eu la Convention sur le patrimoine immatériel mis en place par l'UNESCO et on a eu la Convention de Faro qui a reconnu le patrimoine des communautés distinctes. Alors, tout ça mis ensemble, bien là, le Québec s'est dit, il faut se mettre au jour, il faut se mettre au 21e siècle avec notre loi, ce qui a engendré la révision et la mise en œuvre de la loi sur le patrimoine culturel qui est à la fine pointe, on n'a rien à envier à personne. Cette loi-là, elle est, c'est ça, à la fine pointe des développements en patrimoine. Alors, dans le cadre de la loi de 2012, quels sont les éléments qui peuvent maintenant être considérés comme du patrimoine? Bon, évidemment, on a conservé les éléments usuels, si je peux dire, donc les objets, les bâtiments, tout ça, ça n'a pas changé. Il y a aussi le patrimoine documentaire. Ce qu'on entend par ça, c'est un document. Donc, c'est le support qu'on vise et ce support peut être des correspondances, des lettres, ça peut être des croquis, ça peut être des manuscrits, ça peut être des disques, des 78 tours, etc. Il y a également le patrimoine archéologique. Même s'il était prévu dans la loi de 1972,
Le patrimoine archéologique est très, très bien encadré par la loi sur le patrimoine culturel. On donne une plus grande responsabilité sur la préservation de l'archéologie. Et les deux grandes nouveautés, parce que pour se mettre à jour, comme je disais tout à l'heure, il y a le patrimoine immatériel. Maintenant, le patrimoine immatériel, il y a différents volets au niveau de l'immatérialité. On vise, entre autres choses, des personnages historiques qui doivent être, par exemple, décédés depuis 50 ans. Donc, mais ça peut être, je dis historique, ça peut être n'importe qui, en fait. Il n'y a pas besoin d'être connu au niveau national. À partir du moment qu'il est reconnu par une collectivité sur un territoire, il peut être identifié comme personnage historique. Ça peut être un événement, de la même façon. On n'a pas besoin de le rattacher à un lieu ou à des objets ou à une maison, mais c'est un événement qui a marqué une région, qui peut être reconnu. Et il y a un lieu également, un lieu historique. Mais ce n'est pas nécessairement un lieu historique national. Ça peut être un lieu qui est historique régional ou local. Alors ça, c'est le patrimoine immatériel. On ajoute à ça également, et ça, c'est un petit peu plus complexe, ce qu'on appelle les traditions, les pratiques et les savoir-faire. La petite technicalité au niveau de ça, c'est que ça doit être reproduit encore aujourd'hui et ça doit être transmis de génération en génération. Moi, je suis avant tout historienne de formation. J'ai un doctorat en histoire contemporaine du Québec, donc en histoire de la danse en tant qu'activité récréative. Donc, quand j'aborde la danse, c'est vraiment plus sous l'angle historique et patrimonial que sous l'angle du détail, des pas, des figures dans chaque danse. Je ne suis pas une danseuse de formation. À force de côtoyer les archives, je me suis aperçue que, étonnamment, un petit peu étonnamment en tout cas, les personnes qui affichaient un costume, souvent relié à leur identité ethnoculturelle, arboraient une position de danseur. Alors, au Québec, qu'est-ce qui a été reconnu comme du patrimoine immatériel? Au niveau des savoir-faire, des pratiques qui sont transmis, bien, de mémoire, la première pratique qui a été reconnue, c'est le chant de gorge inuit. Il y a également le canot sur glace dans la région de Québec. Et tout récemment, il y a les métiers du tissage. Et ça, c'est les cercles des fermières qui ont demandé ça. Et ça a passé parce qu'ils transmettent encore à des plus jeunes qui se sont remis à tisser. Et très récemment, en 2018, la danse folklorique, c'est-à-dire le 7 carré, a été reconnu patrimoine immatériel et parce que la transmission se fait encore par des associations de danse traditionnelles au Québec. L'autre élément, et la grosse nouveauté, et c'est peut-être moi ce que je trouve le plus intéressant dans cette loi-là, c'est le paysage culturel. Le paysage culturel est maintenant reconnu pour être soit identifié et cité par une municipalité, mais pas une municipalité, mais une MRC, parce que ça, c'est de juridiction régionale, et peut être désigné par le gouvernement du Québec. En ce qui a trait à Vaudreuil-Soulanges, ce qui est intéressant, c'est que le fleuve Saint-Laurent et l'Outaouais, la rivière des Outaouais, ont été désignés paysages culturels presque 2013-2014 comme paysages culturels d'importance nationale. Alors, pour Vaudreuil-Soulanges, ça offre beaucoup
de possibilités parce que un paysage culturel, en fait, c'est un paysage naturel qui a été humanisé suite à l'occupation humaine et qui en conserve encore les traces. Alors, voilà. Est-ce que la notion de paysage culturel permet justement de considérer un patrimoine de façon beaucoup plus large, de façon beaucoup plus englobante, plutôt que d'y aller seulement avec un site? Non, mais c'est ça. C'est que là, on peut reconnaître un paysage, comme par exemple toute la portion du fleuve Saint-Laurent ici, parce qu'en fait, c'est le fleuve Saint-Laurent au complet là, qui a été désigné, parce que justement, c'est par là qu'on a développé le territoire, puis avant ça, bien, c'était les Amérindiens, l'Outaouais, c'est la même chose. Mais c'est ça, c'est que là, à ce moment-là, un territoire, une région, par le biais de sa MRC, peut faire désigner une partie de son territoire. Le meilleur, deux très bons exemples dans la région, la montagne de Rigaud, bien sûr, et le canal de Soulanges. Ça, ce serait... bien, il faut que tout le monde se mette ensemble. Il faut que ça fasse l'unanimité. Il faut que la région se l'approprie. Puis là, à partir de ça, si on pense au canal de Soulanges, bien là, si le canal de Soulanges, sur ses 23 km, est désigné paysage culturel, bien là, j'ai des phares, j'ai des bâtiments administratifs, c'est là qu'on peut y aller. Une verdure aussi, un paysage intégré. C'est ça, exactement. Un aménagement intégré, finalement. Oui, voilà. Alors ça, c'est la grosse nouveauté qui permet... c'est un beau jouet là, pour les gens qui travaillent en patrimoine. Merci beaucoup, Edith, pour tous ces renseignements. Cela m'a fait grand plaisir, Peggy. La semaine prochaine, je vous invite à débuter un voyage dans l'univers du patrimoine documentaire par une rencontre avec Jean-Luc Brazeau. Il nous parlera de l'importance des archives dans la connaissance et l'identification du patrimoine culturel régional. C'est un rendez-vous. À la semaine prochaine!